Alors, je ne savais pas que j'aurais une médaille. C'est encore plus un honneur d'être là, du coup. Alors, effectivement, au théorème de De Definetti, alors c'est pas une faute, parce que l'auteur s'appelle Definetti, donc c'est quand même De Definetti. Alors, avant de commencer, il y a deux petits points pratiques à éclairer. Alors, le premier, c'est la bonne nouvelle, il y a des notes de cours. Elles sont sur le site. La version préliminaire, qui n'est pas finie, est sur le site du Collège de France. Donc je pense qu'il y a plus de matériel dans les notes que ce que je pourrais traiter pendant le cours, donc vous pouvez les feuilleter pour voir ce que je mettrai. Deuxième détail pratique, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que je vais, pour des raisons impératives et indépendantes de ma volonté, je vais devoir décaler au moins 2 séances, c'est-à-dire celle du 28 février et celle du 7 mars. Donc les décaler a priori au plus tôt à fin mars, et si jamais certains d'entre vous ont des préférences pour les dates des reports, ils peuvent me le faire savoir par email. Voilà. Donc ceci étant dit, on va commencer. Donc je commence avec des slides, et puis après, parce que j'ai quelques images à montrer, puis ensuite on passera au tableau. Alors bon, l'introduction, aujourd'hui cours introductif, l'introduction c'est expliquer les mots du titre, et puis je les prends à rebours. Donc je commence par le mot du titre que j'ai rajouté ensuite, avec une petite repentance, j'ai rajouté un mot au titre, donc condensation de Bose-Einstein. Donc c'est une petite introduction sur la physique de ce phénomène. Donc je ne suis pas vraiment un spécialiste des expériences que je vais présenter, mais c'est quand même pas mal d'avoir, je pense, une petite idée de ce qui se passe dans les laboratoires de physique qui a motivé tant de mathématiques. Alors la deuxième partie, c'est là que je passe au tableau, ce sera introduire les modèles qui vont être utilisés. Et troisième partie, j'essaierai de donner une idée vague, informelle, de ce que c'est que le théorème de Definetti et à quoi il sert dans ce cadre-là. Alors, condensation de Bose-Einstein, c'est un phénomène qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Donc, c'est un grand nombre de particules quantiques qui sont des bosons, il faut que ce soit des bosons, qui sont tous dans le même état quantique, donc qui occupent tous la même fonction d'onde. C'est quelque chose qui est possible à très faible température, donc il y a une certaine température T critique, là que j'ai noté T critique, qui, si vous êtes en dessous de cette température-là, vous pouvez avoir condensation. Donc c'est un phénomène qui est vraiment dû à ce qu'on appelle la statistique des particules, donc en l'occurrence la statistique bosonique. Vous savez sans doute qu'il y a deux types de particules quantiques, il y a les bosons et les fermions. Et là, ça ne marche que parce qu'on a des bosons. Alors les bosons, je reviendrai un peu plus tard sur ce que ça veut dire mathématiquement être un système bosonique. Mais ça veut dire que c'est des particules indiscernables, comme toutes les particules qu'on connaît. On ne peut pas distinguer un électron d'un autre électron. Du point de vue de l'expérimentateur, c'est tous les mêmes. Et ce sont des particules qui ne satisfont pas ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. C'est-à-dire, le principe de Pauli, c'est ce qui est valable par exemple pour des électrons, qui vous dit que vous ne pouvez pas mettre deux particules dans le même état quantique. Donc, évidemment, si vous ne pouvez pas mettre deux particules dans le même état quantique, vous ne pouvez pas condenser, au sens que je viens de dire maintenant. Alors, la prédiction théorique de ce phénomène est assez ancienne, donc elle remonte à Bose qui avait fait le calcul pour des photons, enfin, on n'appelait pas encore ça des photons à l'époque. Il avait fait ça pour des particules, des quantas de lumière, et Einstein a adapté ça au cas d'un gaz idéal, donc sans interaction, et il a calculé la température critique. Alors, Einstein lui-même, et puis tous ses contemporains d'ailleurs, ne sont pas privés de faire remarquer que c'était un assez joli calcul académique, mais qu'a priori, ça n'avait pas vraiment d'application. Donc là, j'ai mis une citation de Einstein dans une lettre qu'il avait écrite à Ehrenfest, où il disait, bon, l'idée est belle, mais est-ce qu'elle contient une part de vérité? Alors pourquoi il posait cette question? Ce n'était pas un doute quant à ses capacités mathématiques ou un petit point de détail dans ses calculs qu'il faudrait vérifier, etc. C'est que à température très faible, tous les composés qu'on connaît, toutes les matières qu'on connaît sont solides. Or, Einstein, lui, suppose qu'on a un gaz. Et il fait ses calculs dans le cas d'un gaz. Donc c'est vraiment une vraie objection qui dit à faible température, on ne peut pas avoir un gaz. Alors il se trouve que c'est une objection qui ne tient pas vraiment, puisque quand même bien 70 ans après l'article d'Einstein, on a enfin réussi à observer des condensats. Donc là j'ai mis les expériences pionnières, maintenant il y en a beaucoup d'autres. Donc ça a valu le prix Nobel aux auteurs de ces expériences premières. Donc c'est Cornell, Wiman d'un côté. Donc Cornell et Wiman vont ensemble parce que c'était le même groupe. Et Ketterle de l'autre côté. Donc ça a été observé, et puis le mécanisme qui fait que la condensation est possible,
c'est-à-dire qui lève l'objection de les composés connus sont solides à cette température, c'est qu'on fait ça dans des gaz très dilués. Donc il se trouve maintenant on sait faire ça dans autre chose que des alcalins, mais à l'origine c'était des alcalins, c'était du sodium pour Ketterle et du rubidium pour Cornell et Wiman. Donc ils faisaient ça dans un gaz très très dilué. Ce qui veut dire le fait que c'est dilué, c'est ça qui bloque le phénomène de cristallisation et de formation d'un solide. Parce que pour former un solide, il faut d'abord former des molécules, il faut que deux atomes se lient, forment un dimère. Or pour ça, il faut qu'il y ait un troisième atome qui soit à côté et qui emporte l'énergie due à la réaction. Alors dans un gaz très dilué, la probabilité d'avoir trois particules au même endroit au même moment est extrêmement faible. Donc ça fait que la formation d'un solide se forme sur des échelles de temps très très grandes, beaucoup plus grandes que le temps de l'expérience, ce qui fait qu'on n'observe pas vraiment l'état d'équilibre du système, mais on observe une phase métastable qui est un condensat. Alors la raison pour laquelle ça intéresse tant de gens ces temps-ci, depuis 20 ans que ça a été créé, c'est que dû au fait que vous avez beaucoup de particules dans un même état quantique, ces objets, ces condensats, alors oui, je mettrai toujours l'approximation BEC pour Bose-Einstein Condensate, parce que si je commence à mettre CBE, je vais toujours me tromper, je dirai de toute façon BEC. Donc ce sont des objets quantiques macroscopiques, dus au fait que vous avez beaucoup de particules dans le même état. Donc macroscopique, enfin entendons-nous, c'est maximum le micromètre, mais c'est quand même une échelle beaucoup beaucoup plus grande que celle à laquelle on s'attendrait à voir des phénomènes quantiques. Donc on peut directement observer la mécanique quantique à l'œuvre, et observer, c'est vraiment un sens très fort. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, entre guillemets, prendre des photos, des expériences, et observer directement une fonction d'onde quantique. Donc, je commence par vous montrer une des premières manifestations expérimentales vraiment non ambiguës de ce phénomène. Donc c'est vraiment ça, c'est l'image que vous devez avoir vue plein de fois déjà, c'est l'image qu'on sort à chaque fois pour illustrer la condensation. Donc c'est les expériences du groupe de Wolfgang Ketterle. Et il s'agit, donc sur cette figure, ce que vous voyez, c'est la distribution en vitesse des particules. Alors comment on observe ça? En fait, il faut savoir que c'est des particules qui sont à l'origine piégées dans un potentiel magnétique, qu'on condense dans ce potentiel. Ensuite, on coupe le potentiel, et toutes ces particules qui avaient une énergie d'interaction, une énergie cinétique, une énergie potentielle due au fait qu'elles étaient piégées, convertissent toute cette énergie en énergie cinétique. Du coup, le gaz s'étend. Et quand le gaz s'étend, là, vous l'imagez. Vous l'imagez, c'est-à-dire vous prenez un laser, vous éclairez avec un laser, et ensuite, en dessous, vous avez une plaque photographique, et vous prenez l'image de ce gaz qui est en expansion. Comme il est en expansion, le fait de l'imager plusieurs fois, ça vous donne des informations sur quelles étaient les vitesses des particules à l'origine, avant que vous coupiez le potentiel. Donc ça vous permet de reconstruire, donc un petit peu d'analyse de données, ça vous permet de reconstruire ce qu'était la distribution en vitesse ou en énergie des particules. Donc, de gauche à droite, la température décroît. Donc, à gauche, on a une distribution statistique qui fait penser à du Maxwell-Boltzmann. Donc, c'est un petit peu, vu que c'est une vraie expérience, c'est pas parfait, mais ça ressemble quand même à une gaussienne. Donc là, il n'y a pas de condensation. Puis plus vous baissez la température, plus vous voyez que les particules, l'état d'énergie minimum ou de vitesse minimum, là, plus il est occupé. Donc en rouge, ça veut dire une grosse occupation de cet état-là. Et donc ce pic-là, qui a envie de devenir une masse de Dirac à la limite, ce pic-là, c'est la manifestation expérimentale de la condensation. Et du moins, c'est une manifestation expérimentale de la condensation. Donc, le sujet du cours, bon, ça sera bien sûr un cours mathématique, mais je voudrais quand même prendre deux slides pour expliquer les deux techniques principales qui permettent d'arriver à ça. Donc, je vois qu'il n'y a pas vraiment de physiciens dans l'audience, enfin, du moins, je ne connais pas de parmi les gens qui sont là, que je connais, aucun des physiciens. Donc je n'ai pas à m'excuser que c'est vraiment très approximatif ce que je vais dire, mais je vais quand même essayer de vous donner une idée. Donc la première technique, c'est une technique qui a valu un prix Nobel en soi, c'est le refroidissement par laser, où il s'agit d'exploiter des échanges d'impulsions entre la lumière et la matière. Donc c'est un phénomène de pression de radiation. Si vous faites briller un laser sur un atome, il va ressentir une pression à cause de son interaction avec la lumière. En fait, le mécanisme qui permet d'atteindre des températures basses, pour atteindre des températures basses, on diminue l'agitation thermique, donc on cherche à diminuer la vitesse des atomes. La façon de faire ça, c'est d'exploiter l'effet Doppler. C'est-à-dire que vous avez des atomes qui sont dans une enceinte expérimentale, dans un piège magnétique, et ces atomes ont une fréquence de résonance que vous connaissez.
D'ailleurs, au passage, c'est pour ça que les premières expériences ont été faites avec des alcalins. C'est parce que les alcalins, on connaît bien leur fréquence de résonance et on sait faire des lasers qui ont cette fréquence-là. Donc vous faites briller, donc je fais un exemple en 1D, en réalité il y a des lasers dans tous les sens. Hein. Vous avez un laser d'un côté, un laser de l'autre, les deux ont la même fréquence, ils sont très légèrement décalés par rapport à la fréquence de résonance des atomes. Donc ce qui se passe, c'est qu'un atome qui est immobile, il ressent les deux lasers exactement pareil, donc il reste immobile. Par contre, un atome qui se déplace, si par exemple il va vers la droite, à cause de l'effet Doppler, il va voir ce laser-là avec une fréquence différente de ce laser-là. Du coup, la force qu'il ressentira qui vient de la droite sera plus forte que la force qui vient de la gauche, et il aura tendance à ralentir. Et même mécanisme, s'il allait vers la gauche, il ressentirait ce laser-là plus fort, et ce laser-là moins fort. Donc il a tendance à ralentir. Donc c'est vrai, donc, avec les mains, c'est ça vraiment le refroidissement par laser, et c'est la première étape pour atteindre les basses températures. Ça vous descend jusque, alors je ne suis pas un spécialiste d'ordre de grandeur, mais jusqu'à l'ordre du millikelvin. La deuxième étape, parce que ça ne suffit pas, le millikelvin, la deuxième étape, ça s'appelle le refroidissement par évaporation. Alors, je vous ai dit que les atomes étaient piégés dans un puits de potentiel magnétique en l'occurrence. Alors, ce qu'on fait, c'est que ces atomes dans ce puits de potentiel ont une certaine distribution en énergie, et à l'origine sont tous piégés par le puits. Vous prenez une barrière de potentiel qui est plus haute que l'énergie du plus haut atome, de l'atome le plus énergétique. Ensuite, vous baissez la barrière de potentiel, les atomes les plus énergétiques s'en vont là-dessus, comme sur cette figure que j'ai volée à Mathieu. Une fois que les atomes les plus énergétiques sont partis, vous remontez la barrière de potentiel, mais juste un petit peu moins haut que là où vous étiez parti. Vous laissez thermaliser à l'intérieur, vous laissez l'énergie bien se répartir entre les atomes, puis vous recommencez, vous redébarrassez des atomes les plus énergétiques, vous recommencez ça un certain nombre de fois, et on peut atteindre les températures du micro-Kelvin. Bon, là, j'ai voulu pas être trop optimiste, mais je crois qu'on atteint même le nano-Kelvin avec des choses comme ça. Donc ça, ce sont vraiment une idée schématique des deux techniques expérimentales principales pour obtenir des condensats. Et maintenant, j'ai encore une ou deux expériences à vous présenter qui démontrent le caractère condensé de ces atomes. Parce que j'avais une conversation intéressante la semaine dernière avec un de mes collègues physiciens de Grenoble. Ça ne parlait pas du tout de condensat, ça parlait d'une autre expérience. Et je lui demandais, parce que moi j'y connaissais rien à cette expérience, est-ce qu'il était convaincu que l'expérience montrait bien ce qu'elle prétendait montrer. Alors il m'a dit, je ne suis pas un spécialiste non plus de la théorie. Du coup, il y a une seule expérience faite par un seul groupe. Je réserve mon jugement. Donc je pense que c'est une remarque qui frappait au coin du bon sens, mais je ne voudrais pas que vous me fassiez cette remarque aussi. Donc je vais vous présenter au moins deux autres expériences qui montrent bien qu'on est en présence d'un objet quantique condensé. La première, c'est une expérience qui montre la cohérence quantique de ces condensats, c'est de faire des interférences. D'ailleurs, ces condensats-là, ce sont des ondes de matière, en fait. D'ailleurs, un grand espoir technologique avec ces condensats, ce serait de pouvoir créer un laser à atomes, c'est-à-dire avoir un jet d'atomes cohérent, comme on a un jet de photons cohérent dans un laser. Et donc on n'en est pas encore là pour le faire, mais on peut quand même observer déjà la cohérence de ces choses-là. Donc l'expérience, là, c'est encore le groupe de Ketterle. Il s'agit de créer deux condensats, en fait. Là, vous avez un laser entre les deux qui les sépare, qui coupe le puits de potentiel en deux. Donc vous avez deux puits de potentiel avec deux condensats, un dans chaque. L'expérience consiste à couper tous les potentiels, donc couper ce laser, couper le potentiel qui vous retient, et regardez ce qui se passe. Donc quand vous coupez, les deux condensats se chevauchent, et comme ce sont des ondes cohérentes de matière, ils font ces franges d'interférence-là, qui doivent vous rappeler les figures que vous observiez quand vous travailliez avec un Michelson, quand vous étiez en première ou en deuxième année. Donc voilà, caractère ondulatoire des condensats, on peut observer des franges d'interférence en les faisant interférer. Après, je vais passer à quelque chose où je vais m'étendre un tout petit peu plus, parce que c'est quelque chose que je connais un peu mieux. Donc c'est un sujet cher à mon cœur, parce que j'ai fait ma thèse dessus. C'est le caractère superfluide des condensats, qu'on va observer en les mettant en rotation. Alors, un superfluide, ça veut dire un fluide sans friction, et c'est une manifestation du caractère quantique de ce fluide. Et donc, un des aspects de la superfluidité, c'est une réponse non classique à la mise en rotation. Donc, pour mettre en rotation, j'ai juste mis vraiment les idées générales pour faire ça. C'est que
on utilise ce qu'ils appellent de manière imagée une cuillère laser. Donc vous tournez le condensat avec un seul laser. Le moment du laser se transmet au condensat et vous allez l'observer ensuite quand il aura atteint son état d'équilibre dans le repère en rotation. Alors si c'était un fluide classique, à l'équilibre dans un repère en rotation, il tournerait exactement comme un solide, c'est-à-dire que toutes les particules auraient la même vitesse angulaire. Et vous auriez un profil de densité, si c'est un fluide dans une boîte, vous aurez un profil de densité parabolique. Mais surtout, vous n'attendez pas des choses très exotiques, vous attendez juste à ce que tous les atomes aient la même vitesse angulaire. Donc, quand on fait tourner un condensat, on constate qu'il se passe des choses assez spectaculaires. Là, maintenant, c'est des expériences du groupe. Les premières, là, c'est les expériences du groupe de Jean Dalibard, qui est maintenant professeur au Collège de France, d'ailleurs, je crois bien. Donc, c'est un condensat qu'on fait tourner. Donc, on l'amène à l'équilibre dans le repère en rotation, puis on image. Donc, à gauche, là, vous avez une vitesse de rotation assez faible. On ne voit rien de particulier. Là, en blanc, ce sont les zones avec forte densité de matière, et en noir, ce n'est pas de densité de matière. Et si vous faites tourner assez vite, vous voyez apparaître ce petit trou là, qui est un tourbillon en fait, un tourbillon quantique. Et plus vous faites tourner vite, plus vous avez de tourbillons. Et maintenant, il y a même des expériences qui font vraiment des choses assez spectaculaires, genre ceci ou là, où il y a plusieurs centaines de tourbillons arrangés en réseau. Donc ça, c'est un comportement vraiment hautement non classique. On pourrait tirer par les cheveux certains modèles de mécanique classique pour obtenir ce genre de choses, mais ce serait vraiment pas très raisonnable. Donc la façon dont on explique ça, on utilise un modèle qui est bien plus ancien que les expériences, qui remonte aux années 60 avec Gross et Pitaïevski, donc indépendamment l'un de l'autre. C'est un modèle quantique, donc on doit décrire tous ces atomes qui sont dans le même état quantique par une seule fonction d'onde, psi, donc L2 de RD. D, ce sera 2 ou 3, donc 3 c'est la situation physique et 2 c'est des cas un petit peu particuliers, des expériences un peu particulières. L'interprétation de ce psi, c'est que le module au carré vous donne la densité de matière. Alors vous avez un potentiel de piégeage qui sera toujours appelé V dans le cours, et vous avez des interactions entre les particules que vous décrivez par un seul paramètre, G, qui sera un réel. On va dire positif pour commencer d'ailleurs. Alors les unités, je prends des unités de mathématiciens, le masse, h bar, tout vaut 1. Et donc la fonctionnelle d'énergie dans cette théorie, c'est celle-ci. Donc sans rotation, c'est l'énergie cinétique, grade psi carré. Ça, c'est l'énergie potentielle de psi dans le potentiel V. Et ça, ce psi 4, ce terme qui n'est pas quadratique, c'est les interactions. Donc si vous faites tourner le condensat, il faut se placer dans le repère en rotation et vous allez regarder cette fonctionnelle d'énergie-là. Vous modifiez l'énergie cinétique, là vous rajoutez ce qui est la force de Coriolis en fait. Donc la force de Coriolis, quand vous mettez en repère en rotation, vous avez force de Coriolis et force centrifuge. La force de Coriolis, c'est l'influx sur la vitesse, il faut que les particules aient une vitesse, donc elle va dans le terme en gradient. Donc ça, c'est un Laplacien magnétique, si vous voulez. Et là, vous corrigez le potentiel de piégage avec la force centrifuge. On cherche les états d'équilibre de ça. Donc on minimise cette énergie sous cette contrainte que je mets à 1, qui est la contrainte de masse, c'est-à-dire qui vous dit que vous avez un nombre d'atomes fixé. Alors, je voudrais juste souligner un petit peu ce qui est, je pense, évident aux spécialistes, c'est que c'est une théorie quantique macroscopique. Quantique parce qu'on décrit par une fonction d'onde, macroscopique parce qu'on décrit par une seule fonction d'onde beaucoup d'atomes, et parce qu'il y a une énergie cinétique. Ça, c'est le terme non classique, c'est-à-dire que l'énergie cinétique est encodée directement dans la fonction d'onde par ce terme en gradient psi carré ou en gradient magnétique de psi carré. Si vous voulez. Donc c'est une théorie non linéaire. Donc si vous écrivez les équations variationnelles qui sont associées aux fonctions d'énergie avant, vous trouvez cette équation de Schrödinger non linéaire là. Lambda, ce sera le multiplicateur de Lagrange, dû à la contrainte de masse. Donc c'est Schrödinger cubique, si vous voulez. Ça, c'est psi cube, grosso modo. Et donc l'interaction entre les atomes, c'est ce terme psi 4, c'est une interaction moyennée, c'est là que va intervenir la physique de champ moyen. Donc j'écris quelques tautologies là pour vous faire remarquer que c'est psi carré fois psi carré convolé avec une masse de delta, une masse de Dirac. Donc c'est intégrale double si vous voulez, ou ça c'est juste le pic de Dirac en 0. Donc c'est juste pour dire que c'est vraiment une interaction moyennée, c'est-à-dire que vous cherchez, ça ce sera le champ moyen, ce delta 0 étoile psi carré.
que ce terme d'interaction est absolument crucial pour expliquer la formation de vortex, et que le fait que la non-linéarité soit locale, c'est-à-dire que vous avez une masse de Dirac là, c'est que c'est l'aspect gaz dilué. Voilà. Donc cette théorie, donc quelques mots sur cette théorie hautement quantique, comment elle se relie aux expériences. Donc il y a énormément de simulations numériques dans la littérature, donc j'en ai choisi une en particulier. Alors j'ai choisi celle-là, pas spécialement parce que Yonut vient du laboratoire où j'ai fait ma thèse, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de simulations dans la littérature, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont faites avec des paramètres expérimentaux réels. Donc celle-là est faite avec des paramètres expérimentaux réels, ce qui est une tâche numérique assez costaud. Donc je vous laisse imaginer, regardez ça. En plus, c'est des simulations 3D. Je vous laisse imaginer le raffinement du maillage qu'il faut pour faire ce genre de choses. Donc c'est des expériences qui étaient... c'est des simulations qui reproduisaient des expériences du groupe de gens d'Alibar. Donc les figures là ne sont pas tout à fait en correspondance. Ce n'est pas tout à fait les mêmes paramètres, mais c'est des paramètres qui sont vraiment bien réalistes ici. Mais il ne faut pas chercher une correspondance exacte entre les expériences là et les simulations là. Et donc ce que je veux juste faire observer, c'est que en simulant cette théorie de Gross-Pitaïevski et rien d'autre, on obtient vraiment ces beaux profils, ces beaux réseaux de vortex qu'on ne saurait pas vraiment expliquer classiquement. Donc, je vais dire aussi quand même un tout petit mot de ce qu'on peut faire en matière de théorèmes mathématiques là-dessus. Donc c'est un slide de résumé de travaux qui ont eu lieu depuis une bonne vingtaine d'années, donc ce sera très, très court en résumé. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a tellement d'auteurs qu'il y a même tellement de revues que je ne peux pas citer toutes les revues, donc je vous en cite 3. Donc il y a le livre d'Amandine Aftalion qui est très mathematician friendly. Il y a une revue de Fetter, donc un Review of Modern Physics, et puis une revue de Cooper dans Advance in Physics. Et puis ensuite, là j'ai listé beaucoup de... Enfin, je pense que j'en ai oublié, hein, je ne peux pas faire autrement. Beaucoup de mathématiciens qui ont travaillé là-dessus et qui ont contribué au schéma un petit peu avec les mains que je vous explique là. Donc il y a des vrais théorèmes derrière, mais ce n'est pas le sujet du cours, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je vais juste dire, c'est qu'un vortex, dans le cadre de cette description Gross-Pitaïevski, c'est toujours un zéro de la fonction d'onde, donc zéro de la densité, avec une circulation de phase non nulle. Donc, circulation de phase, un degré topologique ou un winding number, donc je ne sais pas comment on traduit ça en français. Pas très élégant sans doute, donc non nul. Alors, pour résumer très bref de ce genre de théorie, de ce qu'on obtient de ce genre de théorie, c'est qu'on définit un courant superfluide qui sera un ρ carré où ρ joue le rôle d'un module d'une fonction d'onde fois le gradient d'une phase d'une fonction d'onde. Alors le ρ, ce n'est pas exactement la densité physique, c'est une densité quotientée divisée par une densité de référence. Donc il faut penser qu'elle est proche de 1. C'est-à-dire qu'elle est vraiment à une très bonne précision dans les limites qu'on regarde qui sont liées aux paramètres expérimentaux, c'est très proche de 1. Ensuite, vous pensez mécanique des fluides, vous avez un courant superfluide qui est grosso modo le gradient qui est un gradient, donc c'est un champ de vélocité. Vous prenez son rotationnel, que j'ai noté curl, ça vous donne une vorticité. Alors les résultats qu'on sait prouver, c'est que dans certaines limites bien définies, cet objet-là converge vers un mu étoile qui vous donne la distribution moyenne des vortex, qu'on peut comparer aux expériences et qui se compare très bien aux expériences, qui est non nul. Donc je pourrais passer tout un cours à expliquer exactement ce que c'est que ce mu étoile, etc. Mais l'important pour comprendre pourquoi la théorie de Gross-Pitaïevski est efficace, c'est juste dire que c'est non nul. Parce que pensez que ce mu, ρ carré, c'est quasiment 1, donc c'est quasiment le rotationnel d'un gradient. Donc si jamais ce mu doit être non nul, il faut vraiment que le gradient là, la phase là, ait des singularités. Donc c'est des singularités de phase. Et puis comme c'est cette phase qui vient d'une fonction d'onde bien définie, pour avoir une singularité de phase, il faut que vous ayez un zéro de la fonction d'onde. Ce n'est pas possible d'avoir l'un sans l'autre. Donc c'est une indication, disons, faible de la présence de zéro dans la densité de la fonction d'onde. Et puis il y a des problèmes ouverts qui restent, qui sont très importants, qui sont aller un peu plus loin que ça, donner une description fine des zéros de la fonction d'onde, démontrer l'apparition des réseaux de vortex. Donc il y a des progrès qui ont été faits récemment par Sandier et Serfati en théorie de Ginzburg-Landau, parce que tout ça, ça s'inspire de la théorie de Ginzburg-Landau pour les supraconducteurs. Voilà, ce que je veux juste souligner, c'est que ces expériences qui sont assez spectaculaires avec des vortex s'expliquent vraiment très bien avec cette théorie de Gross-Pitaïevski, une théorie quantique.
Et le but du cours, ça va être de dériver ce genre d'objet, ce genre de théorie de Gross-Pitaïevski à partir de modèles un peu plus fondamentaux. Donc là, avec une faute d'orthographe, vous avez juste ce que je viens de dire. Et donc les thèmes du cours, ce sera le lien entre cette théorie Gross-Pitaïevski et les modèles microscopiques. Alors les modèles microscopiques, il faut quand même s'arrêter un moment dans la modélisation. Ce qu'on va prendre, c'est Schrödinger N-core pour les atomes. On va dire que chaque atome a une particule et on applique l'équation de Schrödinger là-dessus. On pourrait continuer à l'envie et dire oui, non, chaque atome, en fait, c'est un noyau et des électrons, puis le noyau, c'est des quarks, etc. Mais bon, on s'arrête à cette description où chaque atome est une particule quantique. Et ce qu'on voudrait, c'est, à température nulle, parce qu'à température non nulle, on ne sait pas encore faire, montrer que la condensation existe. Alors pour des gaz en interaction, c'est important. Comme je viens de vous le dire, on ne peut pas expliquer les expériences sans interaction. Et ça, c'est une tâche qui n'est pas triviale du tout. Parce que pour d'un condensat sans interaction à température, à température nulle, c'est évident qu'il y a condensation. On pourra le voir un peu plus tard dans les modèles que je vais écrire. Et dès que vous avez des interactions, ça devient difficile. Donc, pour faire des mathématiques, on sera amené à introduire une limite qui s'appelle la limite de champ moyen, où il y aura beaucoup de particules et des interactions faibles. Alors ça, bien sûr, c'est le point que les physiciens critiquent toujours quand on leur présente nos théorèmes, mais si on veut avoir un problème limite bien défini, il faut faire quelque chose à un moment. Alors les outils principaux, donc ce sera les théorèmes de définitive du titre. Donc je précise théorème de définitive quantique, parce que le théorème de définitive classique est un objet un petit peu plus connu. Alors il s'agit, donc je donnerai quelques détails un peu plus tard, et beaucoup de détails dans la suite du cours. Il s'agit de résultats de structure pour l'ensemble des états bosoniques. C'est-à-dire que vous avez une équation de Schrödinger vous avez une équation de Schrödinger pour n particules. Ces n particules sont des bosons, et les états bosoniques, donc c'est l'ensemble sur lequel vous allez minimiser, a des propriétés très remarquables quand n devient grand. Et donc l'esprit, c'est, vous voyez, je parle des structures des états bosoniques, je ne parle pas de la structure du Hamiltonien, c'est-à-dire qu'on va utiliser le moins possible la structure du Hamiltonien, c'est-à-dire l'énergie qu'on va donner aux particules. Et puis là, j'ai mis en italique, c'est-à-dire grosso modo le message subliminal du cours, qui est de manière très schématisée, c'est-à-dire que tout état bosonique à n particules, quand n est grand, ressemble à une superposition de condensats. Donc c'est très imagé et on verra comment on donne un sens rigoureux à ça, mais c'est vraiment l'esprit du cours. Vu que tout état bosonique à n corps est une superposition de condensats, ce n'est pas surprenant, quand n devient grand, qu'on obtienne des théories de type Gross-Pitaïevski pour décrire ces condensats. Voilà, donc maintenant je vais passer au tableau pour la deuxième partie de l'introduction, qui est, je vais écrire les modèles qu'on va regarder. Et je vais commencer par les modèles classiques, parce qu'il y a les théorèmes de définitive quantique, puis il y a les théorèmes de définitive classiques qui sont beaucoup mieux connus, et je voudrais faire le lien avec ce qui est beaucoup mieux connu. Donc je vais commencer par mécanique classique à l'équilibre. Je dirais peut-être un mot de la dynamique, mais c'est vraiment les situations d'équilibre qui m'intéressent. Voilà, j'ai oublié classique. Hop. Alors, en mécanique classique, l'état d'une particule, c'est une mesure de probabilité. Donc, on va avoir un domaine oméga. Donc, je prends des particules qui vivent dans l'espace physique, dans RD. Donc, D, c'est 1, 2, 3, 4, 5, enfin, tout ce que vous voulez, sachant que 3, c'est le cas le plus pertinent. Vous pouvez penser à oméga compact, si c'est plus confortable, mais ce n'est pas vraiment la peine. Donc, un état pour une particule, c'est une mesure de proba sur l'espace des phases, c'est-à-dire sur oméga croix RD. Et alors, je vais systématiquement traiter ces mesures comme des fonctions, écrire comme si c'était des fonctions, mais bon, il n'y a pas de difficulté à écrire ça plus rigoureusement comme des mesures. Donc mu de x et p, donc ça c'est dans oméga, c'est la position. Ça, c'est dans RD, c'est la vitesse, enfin la pulsion, le moment, ce que vous voulez.
Ça, c'est la probabilité que votre particule soit à la position x avec la vitesse p, enfin le moment p. Voilà. Donc ça, c'est la description de base pour une particule. Et puis quand on décrit n particules, quand on a un système en interaction de n particules, on va prendre une mesure de proba mu n, qui est une proba sur le produit cartésien de n copies de n copies de oméga, et puis le produit cartésien de RD. Et donc, c'est mu n. Alors, je vais prendre une notation qui rappelle celle du cours de Lyons, d'ailleurs. C'est que grand X, ce sera systématiquement le n uplet x1, xn. Et grand P, bien sûr, P1, Pn. Donc ça, c'est la probabilité que la particule 1 soit en x1, la particule 2 soit en x2, etc. Et que la particule 1 ait le moment 1, P1, et la particule 2, moment P2, etc., etc. Alors, les particules sont indiscernables dans la vraie vie. Donc ça, en fait, c'est une mesure de proba symétrique. C'est-à-dire que si je prends n'importe quelle permutation, donc ça c'est le groupe des permutations de n éléments, il faut que j'impose que mu n de x permuté suivant sigma et p permuté suivant sigma, ça doit être égal à mu n de x et p. Donc là, bien sûr, x sigma, c'est le n uplet xn, où je permute les variables suivant la permutation sigma. Et puis pareil pour p sigma, hein, c'est la même chose. C'est juste vous permutez les p. Donc ça, c'est une contrainte importante, cette contrainte de permutation, de symétrie. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir traiter un petit peu ces modèles. On va pouvoir dire des choses non triviales. Alors, tout ça, c'est les mesures de probabilité générale. Donc c'est un espace assez sympathique. Hein, si vous pensez au cas oméga compact, les probabilités sur oméga n RDN, c'est aussi un ensemble compact pour la topologie faible des mesures. Donc c'est compact et c'est maîtrisable aussi. Vous avez la topologie faible est maîtrisable là-dessus. Donc c'est quand même un espace bien sympathique. Et alors parmi ces mesures-là, qui sont en fait sont tous les états mixtes, donc toutes ces mesures, c'est ce qu'on appelle en général les états mixtes. Parmi celles-ci, vous en avez particulières qui sont les états purs. Alors, les états purs, c'est des sommes de masse de Dirac, parce que vous êtes sûr, c'est dire, je suis sûr que les particules ont telle vitesse et telle position. Alors sur modulo la symétrie, parce que je ne peux pas dire la particule 1 à cette position-là, et je peux dire qu'elle peut prendre n positions, parce que je peux permuter toutes les particules. Donc un état pur, ça sera toujours un mu n, qui est une somme sur toutes les permutations. Donc ça doit être une proba, donc je normalise par le nombre de permutations, factoriel n, de 1 delta en x égale un certain x0 et 1 delta en p égale p0, sauf que du coup, voilà, il faut que je les permute, donc c'est p0 sigma. Puis si vous voulez, là c'est un produit, c'est pas vraiment un produit de masse de Dirac, parce que c'est des produits sur des variables différentes, donc c'est un produit tensoriel en fait. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est vraiment bien défini. Donc ça c'est l'état pur, c'est l'état où vous êtes sûr que, modulo permutation, les particules ont les positions données par x0 et les moments donnés par p0. Donc x0 c'est un n uplet donné à l'avance, xn0. Voilà. Alors, bien sûr, pourquoi on appelle tout cela des états mixtes et cela des états purs? Parce que les états mixtes sont tous des superpositions statistiques d'états purs. C'est-à-dire que si vous prenez
n'importe quelle mesure de proba, vous pouvez l'écrire comme une somme de masse de Dirac, une somme infinie de masse de Dirac. Donc ça veut dire, ce sera une somme avec des coefficients positifs, et ces coefficients vont devoir s'additionner en 1. Et l'interprétation de ça, c'est dire que vous avez, dans un état mixte, une certaine probabilité d'être dans un certain nombre d'états. Voilà, c'est l'interprétation physique. Donc en l'instant, vous pouvez dire, bon, c'est une introduction, je n'ai pas la prétention d'écrire des choses complètement rigoureuses, mais grosso modo, vous pouvez dire que tous ces états mixtes et probas symétriques, c'est l'enveloppe convexe des états purs. Bon, avec des guillemets. Donc, enveloppe convexe, ça voudra dire que c'est l'ensemble des superpositions statistiques d'états purs. Voilà. Donc ça, c'est les états, et puis ces états, on va leur donner une énergie. Donc, je vais quand même écrire là. On va leur donner un Hamiltonien, on va leur donner une énergie. Donc en mécanique quantique, le Hamiltonien, ce sera juste une fonction. Donc le Hamiltonien, il sera toujours noté Hn. Donc c'est une fonction de x1, xn et de p1, pn, qui vous donne l'énergie d'un système où la particule 1 est en x1 avec le moment p1, etc. Donc il y a une somme sur les énergies cinétiques, donc sur toutes les particules, de pi carré sur 2. Donc la masse vaut toujours 1 dans mes unités. Donc ça, c'est l'énergie cinétique classique, non relativiste d'une particule. Et puis, on va mettre une énergie potentielle, V de xi. Donc V, c'est un potentiel. Donc V, il va, disons, de RD dans R. Et ensuite, vous avez une partie interaction qui est... Alors, je mets un paramètre d'interaction lambda. Et c'est une somme sur toutes les paires de particules d'un W de xi moins xj. Donc je ne mets pas d'interaction en moment. On pourrait imaginer des cadres un peu plus généraux, mais bon, ça, c'est un cadre physique très raisonnable. Donc W, il va pareil de RD dans R. Et on supposera toujours qu'il est symétrique. Parce que bon, l'interaction de la particule J sur la particule I, ça doit être l'interaction de la particule I sur la particule J. Voilà. Alors, j'ai mis un lambda parce que quand on va vouloir faire des théorèmes rigoureux, il va falloir dire que, par exemple, cette énergie a une limite. Il va falloir supposer quelque chose parce que là, vous avez n termes. Donc ça, c'est grosso modo d'ordre n. Là, vous avez n termes, c'est grosso modo d'ordre n. Là, vous en avez n carré, grosso modo, enfin nn-1 sur 2, le nombre de paires. Donc pour que l'énergie dans ce Hamiltonien-là ait une bonne limite, il y aura l'hypothèse de champ moyen. Donc champ moyen, limite de champ moyen, ça voudra dire que lambda est d'ordre 1 sur n. Et alors je vais le prendre précisément 1 sur n moins 1, parce que ça simplifie quelques expressions. Donc c'est pas important que ce soit 1 sur n moins 1, l'important c'est que ça soit d'ordre 1 sur n pour que tous les termes aient le même ordre. Voilà. Et bon, bien sûr, c'est l'hypothèse physique clé, et ça peut se justifier dans pas mal de cas. Par exemple, si V est une certaine homogénéité, W une certaine homogénéité, mettre un 1 sur n devant l'interaction, c'est juste changer les échelles de longueur. Donc pour pas mal de modèles, c'est pas un truc complètement absurde de supposer ça. Alors, donc ça c'est l'énergie de n particules. Maintenant, l'énergie d'un état mixte, l'énergie d'un mu n, une proba symétrique à n particules, c'est juste l'intégrale de Hn de grand X des mu n grand X. Donc, l'état d'équilibre à température nulle, c'est minimiser ça. Donc, T, grand T, ça sera la température. On minimise cette énergie. Je vais lui mettre un L. Alors, je vais discuter un petit peu dans la suite du cours, quand je ferai un petit peu de mécanique classique, je vais discuter le cas à température non nulle aussi. Donc, à température non nulle, il faut rajouter une entropie.
Donc l'entropie d'un état mixte, ça sera l'intégrale de mu log mu. Donc bien sûr, c'est fini seulement si cette intégrale peut avoir un sens pour la proba mu n. Vous remarquerez que c'est égal à moins l'infini si mu n est pur, c'est-à-dire si c'est une somme de masse de Dirac. Donc ça veut dire que les états purs sont ceux qui ont le moins dans l'entropie la plus petite possible. Alors, là, à température nulle, vous minimisez l'énergie. Bien sûr, quand vous minimisez l'énergie parmi toutes les mesures de proba, là, vous retombez sur un état pur. C'est-à-dire que le mieux, c'est de prendre une masse de Dirac qui va charger juste un minimum de ça. Donc, je l'ai écrit de cette manière bizarre et de ne pas dire juste on minimise le Hamiltonien parmi tous les grands X. Pardon, j'ai déjà oublié que j'avais encore gardé les P, donc c'est X et P. Donc si je l'ai écrit de cette manière bizarre, c'est parce qu'à température strictement positive, vous allez minimiser l'énergie libre, qui sera toujours notée chez moi Fn, qui est l'énergie moins T fois l'entropie, donc plus T, somme de mu n log mu n. Et donc là, on va minimiser ça parmi les mesures symétriques. Oui, exactement. Merci. Vous savez que les conventions sur le signe de l'entropie, dans la littérature mathématique, il y a toujours une petite confusion. Donc là, c'est l'entropie physique, elle a un moins, c'est ce que les physiciens appellent l'entropie. Et puis souvent, dans beaucoup d'articles, ce qu'on appelle l'entropie, c'est celui avec le plus. Et je suis absolument certain que je m'en mêlerai les pinceaux à nouveau et que je dirai l'entropie pour ce qui est moins l'entropie. Mais je pense que vous corrigerez. Donc on cherche à minimiser ça. Alors c'est une minimisation explicite. Je vais dire un truc avant de dire que la minimisation explicite. Je vais dire que là, on est en mécanique classique. Donc il n'y a pas de lien entre le P, le moment, et les positions. Donc ça veut dire que la minimisation en vitesse, en P, est triviale en fait. C'est-à-dire que vous minimisez, si vous cherchez le minimum de ce Hamiltonien-là, en P, ce qui est clair, c'est que c'est mieux de prendre tous les P égales à 0. Donc je vais me débarrasser très vite des variables de position, parce que déjà, vous avez vu que j'avais commencé à oublier de les écrire. Donc, AT égale 0, le minimiseur, ce sera toujours 1 delta en grand P égale 0, fois un delta en un minimiseur en X, et puis ça symétrisé. Donc c'est toujours mieux d'avoir des vitesses nulles à l'équilibre. À t strictement positif, vous avez une distribution gaussienne en moment. Vous obtiendrez mu n, qui est donc 1 sur une fonction de partition qui est une normalisation, qui sera toujours notée z, fois une gaussienne en vitesse, donc moins pi carré sur 2t. Ça produit sur tous les i. Et puis à nouveau, tenseur, une mesure de proba juste en x. Disons mutile. Donc c'est juste pour dire qu'à partir de maintenant, je me débarrasse complètement des vitesses. En mécanique classique, on peut faire ça. Donc ce terme-là va toujours disparaître. Et je vais garder la même notation hn pour la fonction de x1, xn où on a jeté tout ça. Et donc, maintenant, je peux dire que la minimisation, elle est à un certain point explicite. C'est-à-dire qu'à température nulle, vous minimisez En. Le mu n qui minimise ça, le mu n de x qui minimise ça, c'est une somme sur les permutations d'un delta en x, disons 0 sigma, où x0 minimise, c'est un point de minimum de hn de x. Donc, et puis je mets juste une somme sur les permutations parce qu'il faut que ce soit symétrique. Alors à température strictement positive, c'est pas beaucoup plus compliqué. Vous faites des variations
là-dessus. Et vous voyez que mu n de x, c'est 1 sur un grand z, zn, donc qui est le facteur de normalisation, qui s'appelle la fonction de partition, fois exponentielle, donc moins 1 sur t, hn de x. Donc ça, c'est un minimum explicite de ça. Et comme le hn est toujours symétrique, d'où l'intérêt de supposer ça. Comme le hn est toujours symétrique, ça c'est bien une proba symétrique. Et c'est vraiment pas difficile de se convaincre que c'est le minimiseur explicite. Donc c'est une proba symétrique là-dessus. Voilà. Donc maintenant, je peux dire ce que c'est que faire une approximation de champ moyen dans ce cadre-là. Faire une approximation de champ moyen, c'est se dire que ces trucs-là, c'est comme des objets très compliqués. C'est que minimiser une fonction de n variables quand n est très grand, ou calculer ce truc-là quand n est très grand, par exemple calculer la partition là, qui est liée à l'énergie, c'est compliqué. Donc l'approximation de champ moyen, là on avait avant la limite de champ moyen qui est de supposer que lambda vaut 1 sur n-1. Donc l'approximation de champ moyen, c'est supposer que toutes les particules sont indépendantes. C'est-à-dire qu'elles ne se voient pas vraiment, elles vivent leur vie. Donc ça veut dire que l'on va prendre un ansatz, c'est-à-dire qu'on va prendre mu n qui est un certain ρ tenseur n, où ρ c'est une mesure de proba. Donc là, j'ai déjà débarrassé les moments, c'est une mesure de proba sur oméga. Donc ce qui veut dire, c'est que ça veut dire c'est mu n de x1, xn, c'est ρ de x1 fois ρ de x2 fois, etc., fois ρ de xn. Voilà l'approximation qu'on veut faire et qu'on veut chercher à justifier. On veut savoir si cet objet-là va ressembler à un produit tensoriel comme ça, et si cet objet-là aussi va ressembler à un produit tensoriel comme ça. Donc pour que ça soit vrai, disons, pour être dans un cadre où ça a une bonne chance d'être vrai, on prendra ce choix-là de paramètre lambda. Parce que quand vous avez ce choix-là, vous avez un problème limite naturel en ρ, c'est-à-dire que vous prenez cet ansatz-là ρ tenseur n, vous le mettez dans les fonctionnels d'énergie qui sont là, et vous allez obtenir des fonctionnels d'énergie de champ moyen. C'est-à-dire que je vais noter E min fil. Donc E min fil, c'est l'énergie de champ moyen. Donc vous regardez l'énergie à n particules de mu n, c'est n fois l'énergie de champ moyen de ρ. Pardon, si je prends un ρ tenseur n ici, c'est n fois l'énergie champ moyen de ρ, ou l'énergie champ moyen, c'est un calcul pas compliqué, c'est l'intégrale de V des ρ, où V c'est le potentiel à un corps dans lequel sont plongées toutes les particules, plus 1 demi. Alors je l'écris pour la dernière fois et on va bien voir pourquoi je prends lambda égale 1 sur n-1, c'est lambda fois n-1 d'une intégrale double, wx moins y, d rho x, d rho y. Voilà. Donc la façon de voir ça, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est que je vais juste écrire un petit truc, une dernière petit truc, c'est que quand vous regardez... je vais manquer un peu de place en fait. Je vais écrire ce qu'on obtient pour l'énergie libre, donc l'énergie à température positive, et puis après je donne juste une indication de comment on fait ça. Donc si vous prenez maintenant l'énergie libre de Fn ρ tenseur n, bah vous aurez n fois l'énergie de champ moyen de ρ, parce que le premier terme c'est juste le terme d'énergie. Puis après si vous mettez un ρ tenseur n là-dedans, vous avez log d'un produit, donc ça devient le somme des logs. Ce sera somme des logs de ρ de xi intégré sur une mesure qui est en x1, xn. Vous intégrez toutes les variables qui ne sont pas xi, et ce que vous obtenez, c'est que vous avez ça, plus nt, somme de ρ log ρ. Voilà. Donc c'est les objets limites, et ce qu'on voudrait bien savoir, c'est est-ce que la minimisation de ça, ou de ça, correspond à la minimisation des objets plus compliqués que j'ai mis avant, quand n devient grand. Alors, j'ai juste une petite chose à dire avant de passer à la mécanique quantique, c'est que j'aurais dû l'écrire là-bas, mais
un objet important, ça va être les marginales de ces états à n particules. Donc, si j'ai un mu n, donc qui est une proba sur, là maintenant ça va être un proba sur juste oméga, vision symétrique, je définis sa énième marginale, qui sera notée avec un petit n entre parenthèses là. C'est l'intégrale de mu n de x1 xn. Vous intégrez par rapport au n-n dernière variable. Donc une manière de simplifier un petit peu, de dire cet objet-là, c'est un mu n c'est un mu n petit n de petit x1 jusqu'à petit x petit n. Oui. Petit n plus 1 jusqu'à xn. Ça, c'est la probabilité d'avoir une particule en x1, une particule en x2, jusqu'à une particule en x petit n. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les marginales, les densités réduites, tout ce qu'on veut. Donc je dirais souvent marginales, je pense. Et bien entendu, ça, c'est des probas symétriques sur oméga puissance petit n. Alors donc, outre le sens physique que ça a, un intérêt d'écrire ça, c'est que si vous regardez l'énergie à n particules de mu n, en fait, c'est n fois l'intégrale de V fois la première marginale, plus n-1 sur 2 fois lambda, l'intégrale double de W x moins y fois la deuxième marginale. Donc, quand on a constaté ça, ce que j'ai écrit de l'autre côté est évident, parce que si vous prenez un mu n qui est un rho tenseur n, si vous prenez n particules indépendantes dans les tarots, bah forcément, la marginale énième, c'est bien sûr rho tenseur petit n. Voilà. Et donc, si on prend lambda égale 1 sur n-1, c'est pour bien voir que ce terme-là a envie d'être du même ordre de grandeur que celui-là. Et alors la question, ce sera, donc je vais introduire la mécanique quantique, puis après je reviendrai expliquer le lien avec Definetti, c'est justifier l'ansatz rho tenseur n. C'est-à-dire, est-ce qu'on perd quelque chose en se restreignant à ces probas particulières qui sont des rho tenseurs n? Voilà. Donc, vu qu'il y a des grandes similitudes entre ce qui se passe dans le cas quantique et le cas classique, avant d'expliquer pourquoi ça a une chance d'être vrai, la possibilité de prendre cet ansatz, je vais d'abord introduire un peu le formalisme de la mécanique quantique. Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais c'est pas mal de fixer les notations. Donc on passe maintenant à la mécanique quantique à l'équilibre. Alors, mécanique quantique, c'est introduit dans les bouquins par quelques postulats qui me paraissent toujours bizarres la première fois qu'on les voit et qui, je pense, le sont toujours, même après des années de travail dessus. C'est les états purs en mécanique quantique, ce sont des vecteurs dans un espace de Hilbert complexe. Donc l'espace de Hilbert complexe, pour moi, pour des particules, j'ai toujours des particules dans l'espace physique RD. Donc un état à une particule quantique, ce sera un psi dans L2 de RD. Donc fonction de carré intégrable dans L2 de RD. Alors, premier postulat, vous avez un espace de Hilbert. Moi, j'ai des particules qui vivent dans l'espace, donc c'est l'espace de Hilbert, c'est L2. Deuxième postulat, psi carré correspond au mu d'avant, c'est la probabilité de présence. C'est-à-dire que même dans les états purs, en mécanique quantique, vous ne pouvez pas
dire, en général, vous ne pouvez pas dire ma particule est à tel endroit. Vous avez juste une probabilité qui est ce psi carré, donc il y a une fonction L1 d'intégrale 1. Psi, ça sera toujours normalisé égale 1, justement pour la raison qu'on interprète le carré de son module comme étant la probabilité de présence. Donc ça, c'est un deuxième postulat. D'ailleurs, je crois savoir qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ce postulat. Je crois que c'est la mécanique quantique bohmienne. Je pense que pour interpréter des expériences, on utilisera toujours ça. Alors, il y a un troisième postulat qui est, en mécanique classique, on n'avait pas de relation entre le moment et la vitesse, ce qui faisait qu'on avait ces minimisations triviales en vitesse et qu'on les jetait directement à la poubelle. En mécanique quantique, on suppose que psi chapeau carré, psi chapeau de la transformée de Fourier, toujours, dans ce cours, ça c'est probabilité de présence mais en vitesse. C'est la probabilité, la densité de probabilité que la particule ait une certaine vitesse. Donc psi chapeau de P au carré, c'est la proba que vitesse égale P. Enfin, vitesse ou moment, peut-être que j'aurais dû appeler ça V, mais bon, c'est impulsion plutôt. Voilà, donc avec ce postulat-là, on tombe tout directement sur ce qu'on appelle la relation d'incertitude, qui va vous dire que vous ne pouvez pas localiser arbitrairement une fonction à la fois en présence et en vitesse. Parce que si vous voulez localiser psi carré, c'est-à-dire que vous voulez que psi carré converge vers un delta, alors fatalement, la transformée de Fourier, elle converge vers une constante, c'est-à-dire que vous ne savez pas du tout, c'est complètement délocalisé en vitesse. Donc ça, c'est la version informelle du principe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à la fois psi carré et psi chapeau carré arbitrairement localisés. Alors il y a des versions plus quantitatives de ça. Et il y a le principe d'incertitude d'Heisenberg qui s'écrit, qui est une inégalité, qui est une belle inégalité mathématique que je ne vais pas écrire. Parce que le vrai principe d'incertitude, le vrai principe qui vous dit vraiment vous ne pouvez pas être localisé à la fois en présent, Oula, ça c'est faux. Alors, enfin, en vitesse. Vous ne pouvez pas être localisé à la fois en vitesse et en position. Je pense que beaucoup de gens connaissent l'anecdote déjà, c'est que la vraie inégalité qui vous dit ça, c'est l'inégalité de Sobolev. Donc, l'inégalité de Sobolev vous dit que l'intégrale de P carré psi chapeau carré, qui est l'intégrale du gradient, c'est pour ça qu'on retrouve des gradients dans les énergies mécaniques quantiques. Ça, donc je l'énonce en 3D, bien sûr vous connaissez ça par cœur. C'est plus grand que la norme de psi dans L6, et à la puissance 2, parce que là j'ai pas mis la racine carrée. Il faut une constante, bien sûr. C'est une constante qui dépend que de la dimension et qui est connue, etc. Donc ça, c'est la vraie bonne relation entre la probabilité en vitesse et la probabilité en fréquence. Donc c'est le vrai bon principe d'incertitude. Donc, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'anecdote, mais bon, je ne vais pas résister au plaisir de la donner. C'est que Elliott Lieb, donc grand physicien mathématicien dans les années 70, écrivait des revues à destination des physiciens, où c'était des revues sur la stabilité de la matière, où il disait « Le principe d'incertitude d'Heisenberg ne suffit pas pour la stabilité de la matière, il vous faut cette inégalité-là ». Donc comme je suppose que vous connaissez tous l'anecdote, je suis quand même revenu à la source pour vous donner quand même une valeur ajoutée. Donc je vais citer son article de 1976. Donc il commence par discuter le principe d'Heisenberg et dire que ce n'est pas un principe suffisant. Et le principe suffisant, il introduit en disant « This principle was provided by Sobolev, and for some unknown reason, his inequality, which is simple and goes directly to the heart of the matter, has not made its way into the quantum mechanics textbooks where it belongs. » Voilà. Donc c'est quand vous rencontrez un physicien qui est sur le point d'écrire un nouveau livre de cours en mécanique quantique, suppliez-le d'inclure cette inégalité de Sobolev que, en tant qu'analyste, on connaît par cœur, mais que les physiciens ont un peu de mal à se faire à l'idée que c'est vraiment ça qu'il faut écrire pour le principe d'incertitude. Bon, donc ça c'était une anecdote, c'était une particule. Maintenant on va passer au système à n particules quantiques.
Même principe, vous avez un psi n qui est dans L2 de RdN. Vous prenez le carré du module de cette fonction, c'est la probabilité que la particule 1 soit en x1, particule 2 en x2, etc. Vous prenez le carré du module de sa transformée de Fourier, c'est la probabilité de présence en vitesse des particules. Alors après, il va falloir transcrire la symétrie dans ce contexte. C'est que les particules sont toujours indiscernables. Donc, particules indiscernables, il faut... ouais. Il va falloir, à minima, que si je prends le module de psi n carré de x, ben ça soit le module de psi n de x sigma au carré où j'ai permuté les n indices. Donc c'est toujours la même notation. X, c'est x1, xn, c'est un uniplet, puis x sigma, c'est x permuté sigma 1, sigma n. Et alors en mécanique quantique, vous posez ça qui est l'indéterminabilité classique. Et ben c'est un petit exercice de voir. La dernière fois que je l'ai fait pour m'en souvenir, je me suis rappelé qu'on me l'avait déjà posé en prépa d'ailleurs, cet exercice, qui est, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes des bosons, c'est-à-dire que psi n de x vaut psi n de x sigma. Soit vous êtes des fermions, et psi n de x, enfin il faudrait plutôt l'écrire comme ça, psi n de x sigma c'est psi n de x, et alors là psi n de x sigma ça doit être la signature, donc 1 ou moins 1, non, oui, de psi n de x sigma, de x. Donc ça veut dire en fait que si vous prenez psi n, vous prenez la particule i, la particule j, et vous les permutez, vous devez retrouver la même chose. Donc, psi n de xj, xi, voilà. Et là, pour les fermions, c'est psi n de... Donc, vous touchez juste à deux particules et vous les interchangez. Vous devez obtenir moins la même chose. Donc c'est une différence fondamentale. Si vous supposez ça pour une fonction, vous êtes forcément dans un de ces deux cas-là. Et le premier cas, on l'appelle les bosons, et le deuxième cas, on les appelle les fermions. Alors, bien sûr, ceux qui sont spécialistes du sujet savent que ce n'est pas tout à fait la bonne route pour faire la quantification. C'est-à-dire que normalement, pour introduire la mécanique quantique, il faut faire des choses plus complexes, pas directement introduire une fonction d'onde sur RdN, qu'il faut introduire une fonction d'onde sur RdN quotientée par où on enlève les diagonales, quotientée par le groupe des permutations, et on obtient des trucs plus compliqués, et on s'aperçoit, après un long raisonnement, qu'en 3D, vous avez que ces deux possibilités-là. En 2D, vous avez d'autres possibilités qu'on appelle les anions, dont je ne vais pas parler du tout. Alors ça va donner la même chose sur les transformées de Fourier, oui. Alors est-ce qu'il faut la demander il me semble que c'est comme ça, mais bon, après, indiscernable, ça voudrait dire aussi que vous supposez ça pour les transformées de Fourier. Donc, de toute façon, il faudrait le supposer pour les transformées de Fourier. Donc, ouais. Disons qu'on le suppose aussi sur les transformées de Fourier. Je pense que de toute façon, c'est obligatoire. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, je ne sais plus, mais je peux très bien me tromper. Donc soit des bosons, soit des fermions, et nous, on va regarder des bosons. Donc on va regarder les états purs, ce sera les fonctions d'onde sur tous les bosons. Alors ça, c'était les états purs. Et que de la même façon qu'en mécanique classique, vous aviez les états mixtes, qui étaient les combinaisons convexes, les superpositions statistiques d'états purs. En mécanique quantique, vous avez aussi une notion d'état mixte, qui est aussi une superposition statistique d'états purs, mais au sens où on commence par identifier psi n avec le projecteur sur psi n. Ça, c'est un opérateur borné sur L2 de RdN. C'est le projecteur associé au vecteur psi n.
Vous pouvez toujours faire cette identification. Et puis je prends la notation de physicien. Ket bras, ça veut dire le projecteur. Et donc, en fait, quand on dit un état mixte, c'est une superposition statistique d'états purs, ça veut dire que c'est une superposition statistique de projecteurs. Donc les états mixtes, les états généraux mixtes, donc je vais mettre un S parce que je vais parler des états bosoniques, 2L2, 2RDN. C'est l'ensemble de toutes les superpositions convexes de ces choses-là. Donc là, ce que va vous dire le théorème spectral, si vous prenez l'ensemble des combinaisons convexes de choses comme ça, c'est juste l'ensemble des opérateurs à traces. Donc, à traces, positifs et auto-adjoints, etc. Donc c'est l'ensemble des gamma n qui sont dans grand S1 de L2 de RDN. Donc, grand S1, ça veut toujours dire pour moi les opérateurs à traces. Je parle de boson, donc je vais mettre un S ici, pour dire que c'est un opérateur à traces que vous pouvez restreindre aux fonctions symétriques de n variables. Et il faut qu'il soit auto-adjoint, parce que c'est une superposition à coefficient réel de projecteurs. Et il faut qu'il soit positif, parce que c'est une superposition à coefficient positif de projecteurs. Et puis, comme c'est une superposition convexe de projecteurs, il faut que sa trace fasse 1. Voilà. Donc ça, ce sera ces états bosoniques. Peut-être qu'il faudrait plutôt mettre le S là, on peut le mettre là, ici aussi, L de S de RDN. Ça, c'est l'ensemble des états mixtes. Alors on aura largement le temps de se faire au fait qu'il faut vraiment penser avec des états mixtes et que ce n'est pas suffisant de penser aux états purs. Ça va venir dans une minute. Juste penser que n'importe quel opérateur de cette forme, vous lui appliquez le théorème spectral, puisqu'il est à trace, il est compact. Donc il est auto-adjoint compact, donc vous pouvez calculer son spectre. Et vous pouvez l'écrire comme une superposition convexe de coefficients fois des projecteurs. Donc une superposition convexe de projecteurs. Et puis inversement, vous prenez n'importe quelle superposition convexe de ces objets-là, vous obtenez forcément un opérateur de cette forme. Voilà, donc ça c'est les états en mécanique quantique. Maintenant on va écrire l'énergie en mécanique quantique. Donc le Hamiltonien, donc malheureusement j'ai effacé le Hamiltonien classique, mais on va copier le Hamiltonien classique. C'est-à-dire qu'on va faire de la quantification du pauvre sans trop se poser de questions. On va dire que le Hamiltonien maintenant Hn, donc c'est un opérateur sur L2 de RDN, et ça sera somme sur toutes les particules de moins delta dans la variable xj, donc moins le Laplacien dans la variable xj, plus le potentiel que j'avais au départ dans la variable xj. Donc ça, c'est la partie sans interaction. Puis la partie avec interaction, il y a encore le lambda, le paramètre d'interaction, I, J, N, W, xi moins xj. Donc ce qu'on a fait par rapport à l'expression qui était avant et que j'ai effacée, c'est qu'on a dit, ce qui est l'identification usuelle, c'est qu'on dit que P, l'opération de quantification, ça consiste à remplacer P par moins I nabla. Et du coup, moins delta, c'est P carré. Donc je mets des guillemets parce que je n'explique pas exactement dans quel sens c'est vrai, mais ça peut être une notation si vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est un opérateur qui agit sur L2 de RD. Bon, là c'est l'introduction, donc je ne vais pas mettre des hypothèses, hein, mais il faut mettre des hypothèses pour que ça soit auto-adjoint. Et du coup, vous avez l'énergie d'une particule maintenant, enfin de n particules. C'est l'énergie, je garde la même notation, d'un état pur psi n, c'est psi n produit scalaire dans L2 avec Hn psi n. Si c'est un état mixte, gamma n, c'est-à-dire si c'est un opérateur à trace, c'est
la trace de Hn gamma n. Parce que ça, bien sûr, vous pouvez l'écrire comme étant trace de Hn projecteur sur psi n. C'est la même chose. Voilà, donc c'est l'énergie, c'est l'objet qu'on va chercher à minimiser. Dans le cas quantique, je ne mets pas la température, parce que la façon dont on écrit la température en mécanique quantique, en mécanique classique, ce n'est pas exactement la même. Donc il y a une entropie de von Neumann qui est un objet un tout petit peu plus compliqué. Mais surtout, dans le cours, je ne vais pas du tout parler de ça, parce qu'on ne sait pas encore comment faire. Ou presque pas. Donc, Mathieu sait déjà comment faire, mais moi pas encore. Donc on en reste à l'énergie vraiment fondamentale. Donc on va minimiser ça. Et on cherche l'énergie bosonique. Donc ce sera toujours un grand n. C'est l'infimum, a priori. Après, ça sera un minimum dans tous les bons cas. De En psi n, avec psi n, une fonction L2 symétrique sur RdN. Donc L2S, c'est toujours les fonctions symétriques par échange des variables, c'est les bosons. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez l'énergie, là, c'est trace de Hn projecteur sur psi n. Donc c'est linéaire dans le projecteur. Donc c'est linéaire dans l'état au sens d'un projecteur sur L2 de RdN. Donc ça veut dire que cette énergie-là, elle est linéaire aussi en gamma n. Donc comme c'est une énergie qui est linéaire et que ça, c'est un ensemble convexe, si je veux, je peux minimiser, au lieu de minimiser seulement sur les psi n, je peux minimiser sur l'enveloppe convexe. Donc je garde exactement la même chose si je dis que c'est l'infimum de En gamma n, donc au sens qui est au-dessus. Gamma n, c'est, donc ma notation, c'est un état symétrique mais mixte sur n bosons. Donc c'est un opérateur, il est dans cet ensemble-là, c'est un opérateur à trace, positif, auto-adjoint, etc. Donc c'est le même nombre que vous minimisez dans ce cas-là, ou de cette manière-là, ou de l'autre. Voilà. Puis au passage, bon, dans tout le cours, je pense que je prendrai toujours du moins laplacien parce que c'est plus simple, mais vous pouvez imaginer une relation de dispersion relativiste, vous pouvez mettre un champ magnétique. Ce que je vais dire reste vrai, enfin modulo les bonnes hypothèses qu'il faut faire, mais qui sont des hypothèses assez minimales en fait.